Bonjour, bienvenue sur Open Mic, un podcast économique, politique et culturel. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Tom Benoît. Bonjour. Bonjour Tom Benoît, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes entrepreneur, directeur de Géostratégie Magazine. Vous intervenez notamment assez fréquemment dans l'émission politique de TV5 Monde, qui a un partenariat avec Géostratégie Magazine. Absolument. Où l'on vous voit interviewer, alpaguer, parfois un petit peu avec Alpaguer, tant que ça. énergie, tout du moins, des grands responsables politiques sur des sujets monétaires et financiers. Et ceux qui nous regardent ont probablement eu l'occasion de vous voir sur les réseaux sociaux, puisque ça génère souvent un petit peu de buzz. La situation économique aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue financier, monétaire, d'endettement, et peut-on commencer par là de manière industrielle, de l'Europe et de la France par rapport à la Chine qui bouge beaucoup et les États-Unis qui sont en train de se réformer? Alors, la question, c'est comment ça va se passer à ce niveau-là. C'est qu'il va y avoir beaucoup de secteurs stratégiques, les terres rares notamment, qui font beaucoup de débats aujourd'hui, qui vont être au cœur du sujet. Il va y avoir les méthodes également. Donc par les méthodes, il y a l'imposition aussi. Il y a quelque chose d'un peu particulier que je remarque chez les gens de notre génération, on n'est pas loin d'un âge, c'est que moi qui ai toujours côtoyé des gens plus âgés, qui ai fait des affaires avec des gens plus âgés que moi, et encore aujourd'hui, mais quand j'ai plus âgés, qui ont l'âge de mes parents, parfois à une époque mes grands-parents, moi maintenant, parce que... Et c'est que les gens acceptaient de payer leurs impôts auparavant, ça leur plaisait pas, c'était un peu... C'est Françoise Sagan qui disait s'il y a bien quelque chose d'inélégant, c'est de se plaindre de payer trop d'impôts. Mais les gens payaient malgré tout. Et aujourd'hui, je vois que les gens de notre génération ne veulent plus payer l'impôt. Ils refusent de payer l'imposition. Donc, étant donné qu'ils refusent, ils vont s'installer dans d'autres juridictions. Ils le font un peu d'une façon on-off, en quelque sorte, ou en dehors des radars. Mais... Aujourd'hui, c'est quoi de l'exil fiscal? C'est compliqué à définir, parce qu'on est dans un système libre-échangiste, justement, qui permet finalement de s'installer ailleurs. On nous dit un peu, vous avez le droit de vous installer où vous voulez, vous avez le droit d'entreprendre ailleurs. Par exemple, si tu crées... après, je reviens directement sur le vif du sujet, mais c'est important de le rappeler. Si tu veux créer une banque aujourd'hui, il faut que tu aies un peu de capitaux déjà. Mais si tu veux sans faire même de crédit, mais simplement du dépôt. Si tu veux créer un organisme bancaire type Revolut, et tu as beaucoup plus de facilité à t'installer en Lituanie, comme Revolut, qu'en France, parce qu'en France, il va quand même falloir se lever tôt pour obtenir ces agréments, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, il y a beaucoup de documentation à apporter. Alors Il y a la e-résidence facile voilà, dans ces pays-là. c'est beaucoup plus facile. Alors après, tu veux créer une société dans les stablecoins, la nouvelle technologie, un peu blockchain, tout ça, pareil, tu vas aller regarder Liechtenstein, un peu en Irlande aussi, ce qui se passe. Le rapport avec la Banque centrale est beaucoup plus direct dans des pays d'Europe du Nord, ceux qui sont en dehors de la zone euro. Tu vois. Et donc, on a le droit de le faire. Réellement, si on expliquait pourquoi Revolut est installé en Lituanie, on comprend que c'est pour ça. Donc on pourrait très bien dire non, il n'est pas normal que Revolut soit installé en Lituanie, parce que le cœur de leur activité n'est pas là. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, dans le commerce, je vois beaucoup de sociétés avec lesquelles je travaille aussi parfois, qui sont installées dans des juridictions, il faut le dire très clairement, parce que l'impôt est quand même plus accommodant, parce que la réglementation est plus accommodante, et elles le font, mais c'est toléré. Mais la question ne se pose pas vraiment à partir du moment où ça va pas dans l'excès. Mais dès l'instant où le ministre de l'économie en France explique que les marges des entreprises vont devoir être rognées, qu'on va mobiliser l'épargne, un peu tous les sujets que j'ai traités depuis un petit moment, forcément tu vas avoir beaucoup d'entreprises qui vont se dire on va quitter la France, mais en masse là cette fois-ci, qui vont se dire même si notre activité est ici, on va quand même s'installer ailleurs. Donc déjà, là, ce qui va se passer, c'est que je crains que les pays d'Europe de l'Ouest, comme la France en premier, parce que l'Italie, c'est plus accommodant, c'est beaucoup plus séduisant si on fait du cash aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport au système d'imposition où tu as une flat tax en Italie dépassé un certain... Tu as une société qui fait dans du conseil aujourd'hui 6 millions de chiffres d'affaires, il vaut mieux être installé, ou même dans l'industrie, en Italie qu'en France, et aussi au Portugal. Donc,
D'ailleurs, je propose des business meetings, je fais des rendez-vous en vidéoconférence, alors essentiellement ce sont des entrepreneurs, pas des épargnants, je fais pas de conseils en finance, mais qui demandent des conseils en stratégie, et il y a une semaine, il se reconnaîtra, il y a un entrepreneur qui fabrique du textile, donc pour résumer pour ton audience, c'est un peu les t-shirts SNCF, I love mon wagon, j'aime mon train et tout, il en faut 3000, donc il faut les fabriquer. Quand ils ont besoin de fabriquer ça, premièrement, c'est pas leur argent, vraiment, donc ils peuvent dépenser un peu plus, et ils préfèrent, par rapport à des critères ESG, un peu de gouvernance, sociaux, environnementaux, que la société qui les fabrique soit installée en Europe plutôt de l'Ouest, plutôt qu'en Europe de l'Est. Même Roumanie, si c'est LVMH par exemple qui commande des t-shirts d'entreprise pour 8 ans, préfère que ça vienne du Portugal que de Roumanie, parce qu'un 8 ans made in Roumanie, ça ferait mauvais genre. Et donc cet entrepreneur voulait organiser une levée de fonds, et c'était l'objectif du call, du meeting, donc on a avancé dans cette direction, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il était installé au Portugal. Il était installé au Portugal, pourquoi? Parce qu'au Portugal, c'est le seul État aujourd'hui pour ce type d'industrie et de manufacture qui permet d'être concurrentiel avec les pays d'Europe de l'Est. Il aurait pu être installé en Roumanie. Déjà, j'imagine qu'il avait moins envie, mais il aurait pu être en Bulgarie, en Croatie, en Roumanie, mais il était installé au Portugal pour cette raison-là, parce que il peut pas être en France. Sinon, il est français, il sera installé en France. Donc, on a déjà assisté à beaucoup d'exil comme ça d'entreprises. Et là, je parle des entreprises assez individuelles. Après, il y a le côté business plus politique. Parce qu'il y a deux catégories de business. Aujourd'hui, on parle beaucoup quand on parle des terres rares, par exemple, ou des semi-conducteurs. Il y a beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet même, mais c'est un sujet qui est business géopolitique. Ça veut dire que c'est ce qui vont être les moteurs, c'est un peu comme la Régie Renault à une époque, sauf que dans les années 70, les grandes entreprises françaises, allemandes, donc les firmes Bavaria Motors, BMW, Mercedes, à Stuttgart, toutes ces sociétés-là, étaient, et même les moins connus, étaient un peu à l'image des PME. C'est-à-dire que si Renault marchait bien, les PME marchaient bien, si Mercedes marchait bien, les PME allemandes marchaient bien. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, il y a une dichotomie totale entre les entreprises relativement individuelles, et c'est pour ça qu'il y a aussi un gauche-droite, ça veut rien dire. On le voit aux États-Unis, il y a beaucoup de démocrates aujourd'hui qui sont dans le camp républicain, d'anciens démocrates, parce que ce qui est en train de se passer simplement, c'est que il y a des gens qui deviennent un peu anti-gouvernement, anti-système en quelque sorte, mais ils sont pas de gauche, ils sont pas marxistes, ils ont envie de faire du business, de faire de l'économie, ils ont raison, je comprends, mais dans la dimension politique, ils disent, on voit bien qu'on est en train de se faire avoir par le système, entre guillemets. Et jusqu'à présent, ceux qui disaient on se fait avoir par le système, c'était les gauchos, c'était des gens qui allaient dans les rues, c'était un peu la lutte des classes, marxiste ou Contre la bourgeoisie. contre la bourgeoisie, anti-riche, anti-argent. Et là, c'est la première fois, je crois pas que Trump soit anti-argent ou anti-riche, au contraire. Et c'est la première fois de l'histoire qu'il y a des gens qui sont anti-système. Le système les catégorise même comme étant, là, donc la pire des choses, c'est complotistes aujourd'hui, théorie du complot, mais qui sont pas de gauche. Ils sont pas socialistes, au contraire, ils sont même anti-socialistes. Et c'est là où il y a enfin, je veux dire, j'ai un peu du mal à comprendre cette époque-là au sein de l'Union européenne, où d'un côté, finalement, moi, comme je dis souvent, ben, peut-être que moi et quelques autres, on est un peu les jaloux de la fable. On n'est pas... Moi, j'aimerais bien faire du lobbying avec l'Union européenne et décider pour plein d'Européens que tel contrat sera de cette façon-là et qu'on me garnisse un compte à Singapour ou ailleurs. C'est pas mal, non? C'est pas une mauvaise idée. Mais c'est pas du libéralisme. C'est de la supercherie. C'est tout simplement une façon d'éteindre la capacité d'un territoire à innover, et c'est ce que je regrette au sein de cette Union européenne. C'est-à-dire que quand on parle de quitter l'Union européenne, de mettre fin à l'Union européenne, on parle bien de cette Union européenne, qui est des collaborations européennes. Moi, je suis le premier à dire que l'Europe, comme territoire, c'est quelque chose de magnifique et qu'il doit y avoir des collaborations entre États européens. Et au même titre que quand je me retrouve aujourd'hui en Italie ou en Espagne, par exemple, je me sens plus en France qu'en France. J'ai l'impression, pourquoi? Parce qu'il y a ce côté européen, il y a ce sentiment européen qui fait qu'on est très occidental, très européen, encore plus aujourd'hui dans les pays du Sud qu'en France, qui est devenu un pays un peu moyenneux. Voilà ce que je regrette. Et justement, de ce que tu décris, c'est-à-dire que les nouvelles générations d'entrepreneurs
savent ce qui se passe aux États-Unis, savent ce qui se passe en Asie, en Chine. On a vu aujourd'hui que BYD, par exemple, a pris le pas sur les ventes de Tesla dans l'électrique. On sait qu'on peut faire voyager le capital. J'en avais parlé il y a quelques semaines de BYD, C'est vrai. d'ailleurs. J'ai acheté des actions BYD parce que ça va monter, notamment pour ces raisons-là. J'ai lu le papier des Échos. Et cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui voit il y en a qui disent que ça ne marchera pas, mais on voit que Trump a une stratégie assez claire de relocalisation de la production aux États-Unis, donc à la fois avec le premier bras qui est les tarifs et le deuxième de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs et d'industriels qui réinvestissent massivement chez lui. Donc c'est bien parce que tu le dis à l'américaine, les tarifs, les droits de douane. Les droits de douane. Et que certes aujourd'hui il y a un certain nombre de tensions inflationnistes, donc récessionnistes, qui peuvent avoir lieu sur le marché américain, et on le voit avec la bourse, mais en tout cas ça bouge. En Chine ça bouge beaucoup, et nous en Europe on a l'impression, un peu ce que tu décris, qu'on observe que il y a d'autres solutions, notamment pour les sociétés de services financiers et autres, où on peut créer sa société sans la même taxation et sans les mêmes normes, et qu'en même temps, pour l'instant, il n'y a pas de marché européen au sens de marché qui a le même droit fiscal, qui a le même droit du travail. Pas la même profondeur, bien pas sûr, la même profondeur, pas les mêmes etc. aussi, et pas les mêmes Donc, économies. Qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains mois, et puis surtout qu'est-ce qui peut naître de cette prise de conscience de la nouvelle génération, à la fois d'entrepreneurs, de responsables économiques et politiques. Ce que tu es en train de me demander en quelque sorte, c'est est-ce qu'il va y avoir un point de non-retour qui va être atteint dans la dérive du dirigisme européen, ou finalement, est-ce que c'est un peu ce que je disais au départ, individuellement, beaucoup de personnes qui vont faire comme moi et plus encore, et qui vont dire il faut continuer finalement à être libre, il faut être le moins dépendant de l'État et ne pas avoir des affaires qui dépendent de subventions, sauf si on a vraiment des occasions exceptionnelles, et tant mieux pour ceux qui en profitent, mais je le comprends, c'est tellement humain, mais c'est tellement... Aujourd'hui, quand on donne la possibilité, c'est l'idée même du produit d'épargne là qui est en train d'être créé, justement, à un regroupement très restreint de personnes d'investir dans des entreprises non cotées. Donc en l'occurrence, je ne sais pas qui ça va être à Bercy que ça va se décider. On donne quand même, on signe un blanc-seing à la corruption. Parce que ça veut dire qu'il y a un nombre très restreint de personnes qui va avoir la main, finalement, sont des politiques, sont pas des banquiers au départ, mais qui va avoir la main sur le financement d'entreprises. Ils vont dire, nous, on récolte de l'épargne privée, et on décide d'investir dans telle ou telle entreprise non cotée. Donc c'est pas Dassault, c'est des petites entreprises, généralement. Et ça, c'est de l'économie dirigée. C'est pas du tout. Donc si on veut s'extraire de ça, à la fois en tant qu'épargnant et qu'entrepreneur. Alors épargnant, c'est plus compliqué à la rigueur. Mais aujourd'hui, si on est entrepreneur, on a besoin de quoi, généralement? Si on est entrepreneur, des idées, on en a déjà, des appareils de production, on en a expérimenté, on en a déjà qui fonctionnent, ou on en a déjà d'autres par rapport à des partenaires qui fonctionnent et qu'on peut exploiter, on a besoin de cash. Tous les entrepreneurs que je vois aujourd'hui, ils sont dans la même situation que moi à la rigueur, mais jusqu'à Musk, la situation est la même pour tout le monde parce que le cash est un véhicule, la liquidité. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la différence je crois entre... on va dire les classes les plus populaires qui imaginent la richesse comme étant la détention de cash, et les classes les plus élevées qui imaginent justement la richesse comme la détention d'actifs, et en se servant du cash. Et il faut avoir du cash. On s'aperçoit que les banques européennes aujourd'hui, si on veut se faire financer par des banques, il faut avoir des projets très normés, très cadrés, c'est très très compliqué, et ça va l'être de plus en plus. Aux États-Unis, c'est plus facile. Il y a plus de tours de table qui se font aux États-Unis également, on peut se financer beaucoup plus facilement. Aux Émirats Arabes Unis, on peut se financer facilement aussi. Dubaï, c'est bien connu pour ça. Aujourd'hui, il y a énormément de fonds qui sont installés à Dubaï, et qui disent les critères environnementaux, justement, on n'en a pas grand-chose à faire, ils arrivent à être très malicieux, même les banques, je veux dire, tu pourras prendre un exemple très précis, les banques russes aujourd'hui, elles ont de l'euro et du dollar, alors qu'on leur envoie plus d'euros et plus de dollars. Comment elles font pour l'avoir, cet euro? Comment elles font pour avoir de l'euro et du dollar en liquide, je veux dire, en billets réellement? Ils ont des billets de banque, tu as Gazprom Bank, tu peux récupérer de l'euro, et qui est arrivé, c'est pas de l'euro qui était dans les coffres depuis 2021, il est venu entre 2022 et aujourd'hui, alors que les Américains et les Européens ont dit, on vous envoie plus de billets. Ça passe par Dubaï. Et il y a des porteurs avec des valises diplomatiques qui envoient directement dans des banques, je mets personne dans l'embarras, je cite pas de nom, mais je veux dire, qui envoient du cash comme ça,
Ça passe par la Géorgie aussi, il y a des circuits bien organisés, alors beaucoup par des valises diplomatiques, et puis après aussi par d'autres canaux. Mais je veux dire par là que il y a des endroits où tout est possible, et il y a des endroits où rien n'est possible. Alors je dis pas qu'il faut pas que les choses soient réglementées, évidemment qu'il y a de la réglementation, c'est normal, ça existe depuis tous les temps, mais pourquoi ça marche à Dubaï, pourquoi les Émirats Arabes Unis fonctionnent? Parce que ce qui prime, finalement, c'est un peu le bon sens. Ce qui est quand même logique, ils le font. Et nous, au sein de l'Union Européenne, c'est pas le bon sens qui prime, c'est la mauvaise idéologie, souvent très capricieuse ou inexpérimentée. J'entends Gabriel Attal, il y a quelques jours, dire il faut faire payer les Russes en premier. Moi, je suis pas pro-russe, hein. J'ai pas de business en Russie, j'ai pas d'engagement avec des Russes, j'ai pas d'origine russe, donc j'ai aucun problème à parler du sujet. Mais il faut faire payer les Russes, il faut exploiter les avoirs russes. J'avais abordé le sujet même avant qu'il en parle il y a déjà un an et demi sur différents médias. Si vous faites ça, vous mettez fin au système de la finance européenne avec un dépositaire comme Euroclear qui détient des avoirs. Parce que Euroclear, qui détient les avoirs russes, ils détiennent des avoirs chinois, japonais, indiens. Si vous commencez à voler les avoirs russes, parce que c'est directement du vol, hein, quand vous prenez de l'argent qui appartient, en l'occurrence des titres obligataires, qui appartient à une entité ou qui a une origine bien déterminée pour réorienter cet argent, donc cette richesse, vers l'ennemi de cette entité, en l'occurrence l'Ukraine, on peut dire que vous captez, vous volez. On appelle ça mobiliser, geler, on dit ce qu'on veut. Mais ce que les Chinois vont entendre, ce que les Indiens vont entendre, ce que tous les pays qui sont alliés de l'Union Européenne, mais alliés, ennemis, ça dépend tour à tour. Les Chinois, on travaille avec eux, mais c'est un peu nos ennemis, c'est un peu nos alliés, on sait pas. Ils vont voir le signal, ils vont dire, bon, avec eux, c'est pas possible de travailler. Donc, ce que je voudrais pas, c'est que l'Union Européenne et que les pays par extension de l'Union Européenne, puisque l'Union comme gouvernance a pris un tel impact, un tel poids, deviennent finalement un territoire d'impossibilité. J'ai beaucoup d'amis très riches, d'autres milliardaires, mais sans parler des milliardaires, mais beaucoup d'amis très riches qui me disent non mais je veux pas être dans une banque européenne aujourd'hui. Et on comprend pourquoi. Ils préfèrent être à Singapour, ils préfèrent être à la rigueur en Norvège, voilà, mais ils vont pas. Combien il y a de multimillionnaires aujourd'hui français qui ont des comptes dans des banques en Norvège? Euh, c'est pas pour rien. Ou déjà sortir même au Luxembourg, dans des pays qui ont un peu plus. J'ai fait une émission il y a pas longtemps avec un conseiller en gestion de patrimoine que je conseille en macroéconomie par ailleurs. Et il me disait, la demande aujourd'hui pour voir des assurances vie au Luxembourg, depuis le début de l'année 2025, a explosé en flèche. Mais pourquoi? Parce que forcément, on envoie tous les signaux du cataclysme en France. Et on fait ça. Donc, le Luxembourg, c'est l'UE aussi, mais c'est l'UE qui sort un petit peu des ambitions, justement, dictatoriales, socialistes de l'Union européenne. Donc, forcément, il y a un appétit déjà vers ces pays-là, il va y avoir un appétit en dehors. Donc, je voudrais pas que l'Union européenne soit synonyme comme ça de territoire négatif et qu'on reste finalement un peu paralysé. Tu parlais justement des flux financiers. Il y a le shadow banking, ce qu'on appelle le shadow banking, ouais. C'est-à-dire des activités qui ne sont pas régulées de façon traditionnelle, comme le sont les banques, qui sont de l'ordre de... L'intermédiation non bancaire. L'intermédiation non bancaire, qui sont de l'ordre de 49% à peu près des actifs totaux. Ouais. Et un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est que les activités bancaires traditionnelles sont en croissance de l'ordre de 3%, et les activités non traditionnelles, donc qui sont dans le shadow banking, de 8%. C'est-à-dire que les investisseurs, entre une plateforme très régulée, comme on en a beaucoup en Union européenne, et des plateformes moins régulées, mais plus en croissance, choisissent là où il y a le plus de croissance. Mais est-ce que dans les échanges que tu as, notamment avec des politiques ou des dirigeants européens, tu sens une prise de conscience qu'il faut un petit peu plus de flexibilité, que, comme tu le disais, c'est pas le coffre fort de Picsou comme on voyait quand on était petit, mais que c'était des actifs qui après recirculent dans l'économie, font de la croissance et permettent à toute l'économie de prospérer? Ou est-ce qu'on est encore dans un... Non, au contraire, je vois pas beaucoup. Alors ça, je vois justement malheureusement chez des entrepreneurs, mais pas chez des dirigeants politiques, et je crois que c'est un petit peu le problème du politique par nature, par ailleurs.
Il y a un déclin en Occident, culturel, intellectuel, ça c'est une réalité. Alors de notre côté, la société évolue et réalise des prouesses avec l'intelligence artificielle, par exemple. Le monde est quand même plus excitant aujourd'hui qu'il y a un siècle. Ça, c'est vrai. D'un côté, on a l'impression d'être un peu à la croisée des chemins. Moi-même, je me plains beaucoup, entre guillemets, de la situation politique, mais ça, on a toujours, pour idée de changer le monde, mais individuellement, finalement, on a les moyens de s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'en sortir individuellement, dans un monde qui est en difficulté. On peut rester mince et sportif, même si l'obésité augmente, c'est ce que je veux dire, et on peut rester riche aussi, même si la pauvreté augmente, parce qu'il y a des solutions. Il y a des... Alors après, l'étau se resserre, par contre. Le problème des politiques, c'est que le politique par nature, ça c'est déjà la fameuse citation socratique, hein, celui qui vit sur le dos des 10, le médecin qui tue les 5, qui tue les 4, le 6e l'avocat qui envoie en prison les 5 autres, et en dernier il y a le politique qui vit sur les 11 ou les 12. Et le politique ne sait pas faire grand-chose, il connaît pas techniquement les choses, il doit faire preuve surtout de bon sens. C'est le principe du politique. Or, aujourd'hui, les politiques sont trop jeunes, inexpérimentés, choisis pour de mauvais critères. Il faut qu'il y ait tant de femmes, tant d'hommes, il faut qu'ils sortent de telle école, il faut qu'ils aient été... Et pas vraiment par rapport à leur capacité à générer du bon sens. Donc le politique met de l'huile sur le feu, c'est ce qu'on voit en Europe. Le politique, là, très directement, je le dis, l'attitude de Gabriel Attal. C'est inacceptable. Gabriel Attal qui a quand même été Premier ministre, et qui dit il faut prendre aux Russes, mais sans même vouloir s'intéresser à la question monétaire qu'il y a derrière et au cataclysme que ça va amener dans la finance européenne. C'est d'une irresponsabilité sans nom. Et ça, c'est indigne d'une personnalité politique, parce que le Graal pour le politique, la grande vertu, c'est de faire preuve de bon sens et de sagesse. C'est un peu comme le philosophe, le politique, normalement. Donc, il y a ce problème-là, et la seconde problématique pour répondre à ta question est que le politique aime diriger avant tout, et qu'au final, même lorsqu'il amène un espace de liberté, son ambition suprême, c'est de se dire « mais comment est-ce que je vais faire pour garder le contrôle sur cette liberté ?» Or, le principe même du libéralisme tel qu'on l'a connu dans les années 50, 60, 70 après-guerre, qui était ce libéralisme vertueux où on disait on n'arrête pas le progrès. Et bien sûr qu'il y a des aspects négatifs au progrès, il y en a toujours eu. La voiture a pollué, il y a les ondes aujourd'hui, qui a un problème à gérer, mais où il faudrait justement qu'il y ait du bon sens qui soit amené par rapport à la gestion de la 5G, à ces choses-là, et c'est pas du tout le cas. Mais le progrès avancé plutôt dans le bon sens, et aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Et en même temps, comme je disais précédemment, on est à la croisée des chemins, on voit que c'est très accident, on peut s'exiler, on peut s'installer ailleurs, on peut gérer ses business à distance, moi j'ai besoin d'un téléphone portable aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir de rendez-vous, j'ai pas de bureau, et je gère toutes mes affaires à distance, et je peux, si je le décide, j'ai besoin d'une semaine de battement, et partir à l'étranger pendant 3 semaines, et je gérerai mes affaires avec un téléphone mobile. Et j'aurai pas de problème avec le smartphone, en envoyant 3 mails, en faisant une visioconférence. Tu sais, si les affaires se font pas, il n'y a pas besoin de se voir aujourd'hui. Hein. Si on est vraiment intéressé, on peut faire un virement à distance, on peut faire un call à distance, on a un coup de fil à donner, on fait bouger un bateau d'un endroit à un autre, et on fait charger des matières. Hein. Il y a pas de, on fonctionne vraiment plus comme dans les années 60, 70, et c'est pour ça qu'on est citoyen du monde à ce niveau-là, et qu'à mon avis, la liberté va venir de la motivation des gens, la motivation individuelle, mais pas des politiques. C'est pas les politiques qui vont nous sauver, c'est pas un politique qui va... Tu veux dire que les politiques, ils ont pas intérêt à lâcher du lest et que ils le feront pas. On garde le pouvoir qu'on a Mais ils vont le perdre, quoi qu'il en soit. Ils sont en train de perdre le pouvoir, les États sont en train de se démanteler, et c'est là où il y a on vit la période du grand démantèlement, mais qui est négative d'un côté et positive de l'autre. Et c'est un peu ce que j'expliquais précédemment par rapport à la fiscalité, par exemple. Aujourd'hui, on le voit avec la tokenisation, on peut tout tokeniser aujourd'hui, on tokenise des actions, on tokenise des actifs immobiliers, ils font beaucoup à Dubaï. À Dubaï, le grand truc aujourd'hui, c'est de tokeniser les parts dans l'immobilier. Voilà, tu connais Dubaï. Tokenise à tout va. Voilà, ils tokenisent à tout va, et à partir de là, eux, ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils n'avaient pas d'impôts. Mais si on détient des parts tokenisées, on connaît combien il y a de sociétés aujourd'hui qui servent justement à anonymiser
les crypto-actifs qui ne sont pas totalement anonymes. Ça fleurit de partout, parce que c'est l'intérêt justement du token et du crypto-actif, c'est cet anonymat, c'est cette liberté, c'est ce fait de dire on est en dehors du champ des banques centrales, des États. Et donc, une fois que tout ceci va avancer, euh, ça va faire un petit peu comme les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit il y a le mainstream et il y a l'alternatif. Sous-entendu, l'alternatif, c'est ce qui n'est pas le gros média, qui est ou dirigé par une institution, ou possédé par un milliardaire, donc c'est pas France Info, c'est pas BFM TV, ça c'est le mainstream, après il y a l'alternatif. Et l'alternatif fait des centaines de milliers de vues, des millions de vues, et c'est ce qui est en train de se passer On dans l'a la vu aux finance. États-Unis pendant la campagne C'est Joe Rogan, c'est présidentielle. voilà, Ouais, tout à des fait. gens comme ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur la fiscalité, sur la finance. C'est qu'on est en train de dire, ouais, mais on mettra un impôt sur la nationalité, on va... Et il y a des gens, malgré tout, qui sont donneurs, mais je vais partir quand même, et peut-être que je vais me débrouiller d'avoir une autre nationalité, c'est ce que je dis régulièrement souvent. Je dis aujourd'hui, je voudrais pas que la nationalité française devienne un handicap, et qu'auparavant on se disait, je suis français, je peux aller de partout. J'arrive aux États-Unis, le Roumain, l'Algérien, il rentre pas, moi j'y vais sans problème, comme je fais mon stage, je suis français. Et que là, ça s'inverse, et qu'on dise, ouh là là, je suis français, donc on veut me prendre mon immobilier, on veut me taxer mon épargne, on veut m'imposer à temps, et je sais plus comment faire, même si j'ai une société à l'étranger, on me dit qu'on va me la surimposer. Il faudrait pas que la France devienne un calvaire, un carcan, et c'est ce qui est en train de se passer pourtant. C'est dommage, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que lorsque, au mois de septembre 2024, il y a un nouveau gouvernement qui est nommé, gouvernement de Michel Barnier en l'occurrence, et il y a pour la première fois une prise de conscience collective. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi qui avais travaillé dans des ministères il y a plus d'une dizaine d'années, on voyait bien la dérive, mais il y avait toujours des gens qui disaient non mais on sait, et puis le jour où c'est vraiment grave, il y aura des ajustements. Là, on était vers l'ordre de 6% du déficit public. Et donc on se dit, bon, nouveau gouvernement, que ce soit celui de Michel Barnier, à la limite, on pourrait dire c'est la faute de Michel Barnier. Il se trouve qu'il y en a eu un après, qui est l'actuel, qui n'a pas annoncé de baisse de dépenses publiques. Et que ceux d'avant, par définition non plus, n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui fait, puisqu'on n'est pas là sur des responsabilités individuelles, mais plutôt collectives, que dans le processus, il y a personne qui dit attendez, là stop, on va couper parce que derrière il y a des véritables enjeux d'endettement, de finances, qui ne sont pas que des enjeux pour les financiers, mais qui peuvent être sur la tête comme une épée Damoclès d'un certain nombre de nos concitoyens. Et est-ce que c'est un manque de culture économique? Est-ce que c'est le fait Pas que seulement, je crois que c'est une question regarde ça de d'habitude, c'est loin? qu'il y a une perte un peu d'amour de la liberté. Si on est entrepreneur aujourd'hui, c'est qu'avant toute chose, on aime la liberté. Et si on est haut fonctionnaire, parce qu'on peut très bien vivre en étant haut fonctionnaire, on gagne beaucoup moins d'argent, donc on peut quand même vivre correctement, on n'est pas dérangé par le fait de se dire, bon on va me payer l'hôtel 4 ou 5 étoiles, on va me payer le déplacement, on va me donner une enveloppe, on va me payer le billet en business, ça va coûter à peu près 30 ou 40 000 euros, mais c'est pas moi qui les aurais payés, mais j'irai pas à l'endroit où je veux, au moment où je veux aller. Moi, la qualité que j'ai aujourd'hui, on va dire la force que j'ai, c'est la liberté. C'est le fait de dire, s'il y a quelque chose à faire demain à Miami ou à Los Angeles, je me réserve un billet en business et je me réserve un séjour de 5 jours à Los Angeles et je vais faire mon business là-bas. Et si ça se passe à Dubaï, comme ça a été le cas ces derniers temps, je pars à Dubaï et je reviens, et je fais ce que je veux et je vois qui je veux. Et j'ai pas un groupe, c'est pas une délégation, c'est pas l'Union Européenne qui m'a invité, c'est pas la France qui dit il faudra rencontrer tel ministre de tel endroit, de tel jour à tel jour, où les gens finalement s'endorment et s'enferment dans ce rythme passif et mortifère, mais pris en charge. Ils sont contents parce qu'ils sont pas libres, entre guillemets, mais ils sont pris en charge. Et étant donné que les gens qui pilotent le budget, par rapport à ce que tu dis, s'inscrivent totalement dans ce type finalement de prise en charge et qui sont conscients que les dépenses publiques correspondent à cette prise en charge-là, philosophiquement, ils peuvent pas aller contre. Parce qu'ils savent qu'ils vivent de ça, et ils savent que les autres aussi, tous ceux qui les entourent, les amis, la famille, les gens qui sont proches, les personnes, les entrepreneurs aussi, parce que les entrepreneurs modernes, hein, à l'européenne aujourd'hui, c'est des gens finalement qui font pas tourner une affaire, mais
Il y a la BPI derrière, on leur a fait déjà, on leur met quand même, ils savent qu'ils réussissent à avoir 400 000, donc ils ont 2-3 salaires, ils ont 400 000 de marge, et ils tiennent 1 an, 2 ans, et puis après on voit ce que ça donne. Ça fonctionne uniquement comme ça, donc c'est une question d'état d'esprit. Dubaï, c'est l'exemple le plus criant. Les États-Unis aussi. Les États-Unis, il y a ce côté, c'est prosaïque de dire marche ou crève aux États-Unis, et à Dubaï encore plus. Alors ça va revenir avec une sorte de Make America Great Again, mais pourquoi il n'y a pas de retraités à Dubaï? Pourquoi il n'y a pas de gens oisifs? Parce que les gens font du business ou partent. S'ils apportent rien à personne, et s'ils sont pas en capacité, ils peuvent pas rester, ils peuvent pas suivre. Ça a aucun intérêt de rester là-bas si tu fais pas d'affaires, parce que effectivement tu vas pas, la vie se passe justement dans les malls, les tours, les rendez-vous, il y a uniquement ça, il y a pas, tu vas pas parader sur la plage, c'est pas les plages californiennes ou les plages tropéziennes, même Dubaï, c'est justement cet état d'esprit réellement business. Et donc les dirigeants après, qui sont sur place, ce sont des techniciens, et eux, ils instaurent un cadre qui permet au maximum au marché de fonctionner. Alors que nous, on instaure un cadre qui permet au maximum de censurer le marché, d'empêcher le marché, pour décider d'un marché. Et c'est ce que je vois de plus en plus, c'est des politiques qui disent non, on n'est pas en capacité finalement d'entretenir le cadre législatif ou le cadre monétaire, mais on veut être en capacité réellement, nous, de décider quelle boîte a le droit de fonctionner. Donc on crée les critères de gouvernance sociaux, environnementaux, qui disent que si vous vous inscrivez pas dans telle lubie de tel moment, vous n'aurez pas le droit d'agir sur tel marché. Si vous y inscrivez, oui, donc si vous y inscrivez, vous êtes de notre côté, et vous allez contribuer à toute une sorte de propagande. Et c'est terrible parce que ça peut marcher uniquement dans un schéma d'assisté. Ça veut dire que même les entrepreneurs sont des assistés en France aujourd'hui. Il y en a qui fonctionnent aussi, hein, je dis pas, il y a Et plein une part administrative qui est énorme, et de recherche aux subventions, et qui est un autre métier que le métier d'entrepreneur. Si tu veux sauver le pays aujourd'hui, il faut mettre fin à tout ça. Il faut réellement recréer des bases simples qui permettent... C'est ce que voulait faire François Fillon il y a quelques années, c'est pour ça qu'il a des costumes un peu trop bien taillés, hein, probablement. Et je veux dire, Fillon est arrivé en disant on va donner aux entrepreneurs la possibilité réellement de gérer des affaires, et on va leur faciliter la tâche. On dit, oh là là, non, mais si vous faites ça, vous allez lever le voile, comme sur Trump. Tous les économistes dont tu parlais, là, les personnalités qui disent on comprend pas ce que veut faire Trump. Il attire des capitaux, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont investir aux États-Unis. Et attention, parce que il n'est pas improbable en même temps qu'il y ait des grands groupes américains. Et c'est pour ça que j'ai dit à beaucoup de personnes, j'ai dit il faut s'éloigner à tout prix des grandes valeurs américaines parce que ça fera plus gagner d'argent. Ça peut en faire perdre et ça en fera plus gagner au mieux. Hein, ça va vivoter. Mais il n'est pas impossible dans ce revirement de situation qu'il y ait des grands groupes américains qui perdent réellement beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ces groupes étaient devenus des groupes justement qui fonctionnaient uniquement par rapport aux aides publiques. Uniquement, c'est beaucoup dire, je retire l'uniquement, mais qui fonctionnaient grandement par rapport à la connivence publique, et que là, c'est pas la même connivence qui est en train de s'installer. Il y a une autre forme, justement, de relationnel qui est en train de se former avec l'administration Trump, et ça va être beaucoup plus cash. Le côté Trump, c'est ce qu'il faut comprendre chez Donald Trump, c'est qu'il y a cet aspect, moi, quand j'étais enfant, je viens d'un milieu ordinaire, tout le monde le sait, donc j'avais vraiment pas un milieu bourgeois, et j'aimais la mécanique. J'aimais les voitures, j'aimais le côté mécanique des choses, et j'aimais comprendre la mécanique. Et j'ai beaucoup, quand j'étais très jeune, bricolé, fait des choses, j'habitais à la campagne, parce que on économise en quelque sorte, et après j'ai décidé de m'embourgeoiser, j'ai fait des affaires, et j'ai dit, je bricole plus pendant 15 ans. Et j'ai décidé de plus rien faire de manuel pendant au moins 15 ans, c'était symbolique, hein, mais entre guillemets, j'ai dit, parce que ça représente finalement une forme d'héritage prolétarien auquel il faut se détacher parce que ça n'a aucun intérêt. On gagne beaucoup plus de temps et d'argent en déléguant au maximum. Et aujourd'hui, évidemment, que je délègue tout et je délègue même des prestations intellectuelles parce que ça me ferait perdre du temps et je pourrais pas faire ce que je fais et avancer si je consacrais pas ce temps-là. Mais je crois que quand on démarre dans la vie comme ça, comme j'ai démarré, Trump c'est pas le cas, mais il a ce côté un peu... Il y a un côté presque immature chez Trump, hein, presque enfant, un peu. On voit le caprice de l'enfant qui prend une décision, et c'est pas mal. Et il y a ce côté rapide, et cette aptitude à manier les choses par rapport à la dimension concrète des business. Donc s'il y a un Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, qui dit on va créer 10 000 emplois aux États-Unis,
assez penaud d'ailleurs à côté de Trump. Dans le bureau Oval, on voit que c'est Trump le meneur et que Rodolphe Saadé récite ce qu'il s'est engagé à réciter. Mais c'est normal. Et on va créer 10 000 emplois, on va investir 20 milliards. Rolls, pareil, Rolls dit on va investir de l'argent. La gueule, il y a plein de sociétés qui arrivent en disant on va investir aux États-Unis. Et ça, c'est ce que veut Trump. C'est refaire des États-Unis un pays industriel parce qu'il sait au fond de lui qu'aujourd'hui la course, elle n'est pas à la domination, et ça rejoint ce que je disais précédemment, structurelle. Il y a eu une période où il était intéressant de dominer structurellement, donc de dire on a l'outil monétaire, le dollar, on enfume tout le monde, entre guillemets, avec ça, pour faire simple, on émet des titres obligataires, vous êtes obligés de les acheter, on crée une pléthore de critères qui vont faire qu'on tient la finance avec ça, et il sait que c'est fini, et qu'aujourd'hui, ce qui va rester, ça va être quoi? Ça va être la production. Ça va être, par exemple, sur les terres rares, il y a un vrai questionnement par rapport aux terres rares aujourd'hui. C'est les Chinois qui dominent le marché. Ils dominent un marché, on va dire à 90%, et ce sont eux également qui dominent le marché du traitement des terres rares. Le raffinage se fait en Chine. Et même les Américains, même les terres rares qui sont exploitées, extraites en Australie, ce sont des matières qui passent par la Chine généralement pour être traitées. Et il y a le conflit ukrainien, qui est un conflit d'ordre géopolitique, politique, et qui devient économique à ce niveau-là, où Trump, en patron de son pays, businessman, dit « Alors vous vous engagez à nous fournir 50% des terres rares ». Parce qu'il sait que cet aspect concret, justement, des business va permettre aux sociétés américaines qui travaillent dans la tech, qui fabriquent à la fois des smartphones, des batteries de téléphone. BYD fabriquait des batteries de téléphone il y a 15 ans. Tu parlais de BYD précédemment, ils faisaient pas des voitures, ils faisaient des batteries de téléphone. Aujourd'hui, c'est des géants. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait quand on avait des Jean-Luc Lagardère en France, ou il y en a eu d'autres, mais je veux dire aux États-Unis aussi, et Mercedes et BM en Allemagne, et qu'il n'y a plus en Europe, justement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette dimension concrète de l'innovation, c'est-à-dire, on est en capacité de ne pas être des générateurs de déficit, simplement, donc des émetteurs de titres obligataires, de dettes, entre guillemets, qui vont faire qu'après vous allez être pieds et poings liés avec nous. On va plutôt être des générateurs de richesse, et on va attirer la richesse, parce que ça veut quand même dire quelque chose sur notre territoire. Trump l'a compris, donc il bascule. Et nous, en Europe, on est en train de faire l'inverse. On dit, l'Europe peut plus s'endetter, elle arrive à saturation, elle peut plus respirer. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire s'endetter les États européens par l'Union européenne. On va faire une mutualisation des dettes, privées, publiques. On va faire en sorte de pouvoir s'endetter au maximum. Or, là, pour avoir de la puissance, c'est pas en générant de la dette. C'est pas... Je suis d'accord que ce principe-là a pu marcher pendant un moment, mais il marche plus. Tu peux nous dire un mot justement, parce que c'est un sujet sur lequel on t'entend beaucoup parler depuis plus d'un an, les emprunts européens, et qui est maintenant vraiment dans l'actualité, avec l'effort de défense L'avenir européen. m'a donné raison, alors. C'est vrai, pour ceux qui veulent vérifier, on n'a qu'à revérifier les vidéos d'il y a plus d'un an. Est-ce que tu peux en dire un mot? Déjà, à quoi ça correspond? Quel est le mécanisme, et quels sont les sous-jacents? L'idée, c'est de se dire justement que l'Union européenne va pouvoir s'endetter, parce qu'on part un petit peu d'un principe neuf, en quelque sorte. L'Union européenne n'est pas endettée, elle a une dette qui est notée AAA, les États européens sont déjà surendettés, et l'Union européenne va subventionner les États européens avec la dette qu'elle aura récoltée sur les marchés financiers. Je crois que même les européistes aujourd'hui, stratèges de tout ça, s'aperçoivent que c'est plus compliqué, parce qu'ils tablent sur la défense, par exemple, à 150 milliards. Les idées de 800 milliards d'Ursula von der Leyen, on ne sait pas comment ça va être financé. Déjà, SAFE, Security Action for Europe, c'est 150 milliards levés sur les marchés par l'Union européenne. 150 milliards, c'est rien. La France s'endette pour 300 milliards en 2025. Que la France, là, l'Union européenne, pour la défense, lève 150 milliards. Parce que l'Union européenne n'est pas une structure, elle est en train de violer les traités. Mais les peuples européens n'ont pas le pouvoir aujourd'hui, ils ont pas, c'est ni toi ni moi en quelque sorte, ni même qui que ce soit, mais même un groupe aujourd'hui qui pèserait, je sais pas, 100 millions, 200 millions en France, n'a pas de pouvoir. Auparavant, ils avaient du pouvoir, mais maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Emmanuel Macron ne reçoit pas le propriétaire d'un réseau de grande surface à l'Élysée. Il reçoit Larry Fink, par exemple, le PDG de BlackRock, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on est en train de laisser l'Union européenne violer les traités pour qu'elle puisse s'endetter, qu'elle soit en capacité de s'endetter.
Mais va arriver un moment où on va se poser la question de la Mais c'est fictif. solvabilité. Voilà. C'est-à-dire que Pas vraiment, c'est qu'elle lève l'argent. oui, elle lève l'argent, mais il n'y a pas de sous-jacent, si ce n'est les sous-jacents des économies des pays. Exactement. Que les Voilà. États soient en capacité de contribuer plus à l'Union Mais européenne, donc, ou que l'Union européenne lève plus de droits de douane aussi. et ça signifie que les taux d'intérêt auxquels elle va s'endetter sont pas encore définis. Ils sont pas définis et ça signifie, c'est très juste ce que tu soulignes, que la dette justement qui est triple A de l'Union européenne aujourd'hui par rapport aux seuls petits endettements en période Covid qui ont été faits, est une note qui ne représente pas grand chose puisqu'on n'a même pas commencé à rembourser et qu'on sait qu'on peut rembourser, ce sont des emprunts qui sont minimes, mais si on vient à s'endetter massivement et qu'il y ait d'un coup par exemple un État comme le Luxembourg qui dit on sort de l'Union européenne, c'est possible, hein. Le Luxembourg c'est loin d'être impossible, l'Allemagne ce serait plus compliqué, mais le Luxembourg c'est vraiment pas impossible. Et pour éviter justement tous les problèmes sur la liquidité, la réglementation bancaire, et on peut l'imaginer. Là, déjà, les agences de notation vont dire on commence à dégrader la note, parce que si l'Union européenne peut finalement... moi, si on me dit aujourd'hui que les États-Unis et le dollar n'existeront plus dans 20 ans, j'en doute fortement. Si on me dit que l'Union européenne et que la zone euro n'existent plus dans 20 ans, oui, c'est peu probable, mais pourquoi pas? C'est quand même envisageable, hein, c'est loin de... Et donc là, il va se poser cette question de... Soit l'Union européenne parvient à se fédéraliser, ce qui est le but ultime de l'euro, ce qui est le projet de tous ceux qui ont été les architectes de la zone euro. La zone euro aujourd'hui telle qu'elle est faite n'a pas de sens. C'est une zone qui est bâtarde, qui veut rien dire en quelque sorte. On a une monnaie commune, mais qui est pilotée artificiellement. Dans le commerce, personne n'en veut, personne fait du commerce en euros, mais finalement l'euro tient aussi parce qu'il y a tellement de dettes et tellement de réserves de change de dettes en euros, et quand même 350 millions de personnes qui utilisent l'euro, que il n'est pas inquiétant d'avoir de l'euro. Donc ça veut dire que même comme monnaie d'usage, si tu vas aujourd'hui à Dubaï, par exemple, ou très loin, même en Asie, pour pas citer Dubaï systématiquement, mais à Hong Kong, et tout le commerce sur le pétrole, les matières premières, se fait en dollars. Et même les magouilles, hein, pour le dire très clairement, se font en cash en dollars. Les gens veulent du cash en dollars. Mais si on leur donne de l'euro, ils savent que ça vaut quand même quelque chose, puisqu'il y a tant de pays en Europe qui l'utilisent que c'est pas rien du tout. Mais ça arrive au point de non-retour où cet euro, justement, paralyse certaines économies, il est trop cher pour certaines, il est pas rassurant pour d'autres, il est pas... Donc, il s'ajuste pas. En plus. Il s'ajuste pas. Donc la finalité qui était logique à la rigueur, moi je suis opposé à l'euro parce que je pense qu'un pays comme la France, et comme je voudrais que soit la France, doit battre monnaie et que ça fait partie des organes principaux des cœurs, si je puis dire, d'un pays qui doit réellement battre pleinement. Mais en dehors de ça, l'idée de Jean-Claude Trichet, qui est brillant par ailleurs, que je connais bien, ou Mario Draghi, de faire une Europe fédérale a du sens. Donc je veux dire, il y a des choses que je partage pas, il y a des projets que je partage pas, mais qui ont du sens. Et évidemment que l'avenir, la finalité de l'euro, c'était l'Europe fédérale. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc, soit l'Europe pour ainsi dire, rate son projet d'union des marchés de capitaux, d'union des dettes, soit on va vraiment vers une union fédérale où l'Europe va lever l'impôt de plusieurs sociétés et ne va pas être financée uniquement par rapport à la contribution des États. Déjà, là où elle a réussi un coup de maître, c'est qu'elle s'est quand même, parce que c'était même du temps, à partir du moment où on a commencé à dessiner une Europe, en quelque sorte dans les années 60, 80, 90, un peu, ça avait fonctionné comme ça pour des raisons pratiques, elle s'est arrogé le privilège de récolter les droits de douane. C'est l'Union européenne qui décide des droits de douane. C'est pas très logique, hein, finalement. Pourquoi l'Union européenne décide des droits de douane sur n'importe quel produit, au-delà de l'acier et de l'énergie? On n'a pas... LVMH est une société française, les sociétés comme BM, justement, n'ont rien à voir avec LVMH, c'est pas la même structure. Donc si on prend une décision sur des droits de douane, par exemple vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine, on peut imaginer qu'il vaut mieux que ce soit l'État qui la prenne que l'Union européenne. Donc il va y avoir beaucoup de questions à ce niveau-là qui vont se poser sur le poids de l'Union européenne. Est-ce que ça va devenir une union, là c'est une union géopolitique, est-ce que ça va devenir une union économique également qui va fiscaliser, qui va récolter de l'argent, qui va... J'ai l'impression. Et quand on voit toutes ces incertitudes, à la fois pour un État ou pour un particulier, quelle stratégie on peut adopter? Alors, les conseillers en gestion de patrimoine disent toujours qu'il faut diversifier, mais au-delà de la diversification,
Est-ce que on acte qu'il y a des zones à croissance différentes, qu'il faut diversifier à la fois les secteurs et la géographie? Est-ce que on anticipe des mutations? On a beaucoup parlé il y a quelques années des sociétés dans le domaine de la santé, ensuite dans le domaine de l'IA, aujourd'hui dans la défense. De par tes voyages et tes entretiens, qu'est-ce que Ce qu'on voit très analyses? clairement, c'est que justement, on parlait de BYD, personne ne pouvait penser en 2002 que BYD devienne le géant qu'il est. Personne ne pouvait penser qu'NVIDIA devienne le géant qu'il est. Aujourd'hui, si on regarde, là aussi c'est le privilège des personnes qui partent un petit peu de rien, c'est de regarder les grandes tendances, et c'est le principe de la macroéconomie. On aborde les terres rares, pour prendre un seul exemple parmi d'autres. Il y a une demande phénoménale sur les terres rares. Aujourd'hui, finalement, les prix montent pas beaucoup, hein. Le prix des terres rares est quand même jugulé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de guerre sino-américaine, il n'y a pas de guerre sino-européenne. Les Chinois, à ce stade, ne jouent pas trop de leur puissance en matière d'exportation et de raffinage des terres rares. Ils exportent sans problème, ils fournissent. On sait que ça peut ne pas toujours être le cas, mais pour le moment ça fonctionne. Mais on sait que les Européens, je mise pas beaucoup sur les Européens, mais les Américains, et surtout l'Amérique de Trump, a pour ambition de faire des États-Unis quand même une terre de raffinage de terres rares, et un peu finalement d'extraction, parce qu'ils en ont un petit peu. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a en Afrique. Le fameux baby drill de... Exactement, voilà, sur le pétrole. Mais sur les terres rares, on trouve ça en Afrique, en Australie, en Chine, juste un peu aux États-Unis quand même, mais en tout cas, ils veulent être en capacité de le raffiner. Et ils veulent mettre la main également, comme je disais, sur les terres rares en Ukraine ou ailleurs. Ils veulent avoir ce lead. Donc les sociétés, particulièrement, il y en a une en Californie qui travaille dans le raffinage de terres rares, qui ont un positionnement massif sur le secteur. Il y a une chance sur deux, mais il y a plutôt 2 chances sur 3 en réalité, pour qu'elles voient leur cours monter en flèche durant les années qui viennent, sur 10 ans. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la grande tendance, c'est de la macroéconomie. Évidemment, ça peut fluctuer, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ça va être un secteur d'activité qui va prendre des parts de marché. Donc ces sociétés-là, elles vont fonctionner. Et par contre, les sociétés qui sont, il faut le dire très clairement, ça c'est sur les marchés, il y a aussi un principe de vase communicant surévalué, celles-là vont être très à risque. Le problème des conseillers en gestion de patrimoine, je parle souvent de ce sujet-là, c'est qu'ils vous proposent, et j'ai rien contre eux, il y en a qui font bien leur travail d'ailleurs, mais ils vous proposent ce qu'ils ont en portefeuille. Et ce qu'ils ont en portefeuille, généralement, c'est pas ce qui est novateur, c'est ce qui a déjà fait ses preuves, ce qui est référencé par les compagnies d'assurance, et ils font avec ce qu'ils ont. Aujourd'hui, moi j'avais dit dans beaucoup d'émissions aussi l'année passée, faites avec l'or ce que vous faisiez jusqu'à présent avec la bourse, l'or va monter en flèche, n'hésitez pas à en acheter, ne vous dites pas oui mais l'or ça permet pas de dividendes, on va pas récolter de bénéfices, on n'aura pas de... Qu'est-ce que vous préférez? Acheter Apple, Nvidia trop cher et perdre, ou acheter de l'or à 2000 $ l'once et le revendre à 4000? Ça, dans Et pourquoi 24 l'or mois. monterait? Pour différentes raisons, et pourquoi il est monté encore plus vite même que ce que j'avais pu prédire, parce que il y a une telle déstructuration des systèmes monétaires que l'or est la seule monnaie, c'est la réalité, c'est dans les réserves de change des banques centrales, pour le moment il n'y a pas de bitcoin, il y en aura peut-être plus tard, mais pour le moment c'est pas le cas, mais la seule monnaie, le seul outil monétaire en dehors des titres obligataires, donc des réserves de change détenues par la banque centrale, c'est l'or, et qui a une telle profondeur que autant les banques centrales occidentales, que les banques centrales européennes de l'Est, que les Chinois, que tout le monde veut de l'or, et qu'on se paye en or aujourd'hui, et que dans notamment au Moyen-Orient, il y a beaucoup d'affaires qui se font sur des marchés parallèles avec de l'or, et qu'il n'y a pas assez d'or. Il faudrait plus d'or. Donc il y a un besoin d'or officiel, officieux, il y a une demande officielle et officieuse qui ne peut que faire monter le cours de l'or. Pourquoi? On s'est trompé, pas moi justement, parce que c'est ce que j'avais dit, sur Bitcoin. Pourquoi les gens se sont trompés? Parce que beaucoup de journalistes économiques ont mal fait leur travail, et que sans m'envoyer des fleurs, je l'avais bien fait, à mes risques et périls, parce qu'il y a beaucoup de bitcoiners maximalistes qui ont dit « Ah, il est anti-bitcoin ». Non, c'était pas du tout ça, mais ils disaient quand les monnaies perdent de la valeur, l'or et bitcoin montent, parce que l'or, comme bitcoin, sont une valeur refuge, bitcoin est une valeur numérique, et teneur numérique. Je leur disais, mais pas du tout. Bitcoin ne peut pas être une valeur refuge, ça a 15 ans, c'est pas une valeur refuge. L'or, c'est une valeur refuge.
Mais Bitcoin, par contre, est une monnaie parallèle prodigieuse qui permet de faire passer des paiements avec une liberté totale. Et donc, tous les analystes se sont trompés parce qu'ils disaient jusqu'à présent, Bitcoin va continuer à monter au même rythme que l'or. On s'aperçoit que c'est pas le cas. L'or peut monter au moment où Bitcoin a baissé parce que Bitcoin s'inscrit dans un tout autre paradigme. Donc voilà pourquoi l'or va monter, pourquoi de l'autre côté il faut sortir du paradigme des grosses valeurs. J'ai expliqué là aussi il y a 1 an et demi, j'ai dit le luxe c'est fini, oubliez. Pourquoi? Parce que le luxe type Kering, LVMH reposait quand même sur des Chinois qui dépensaient beaucoup pour ces marques-là, ils le font beaucoup moins aujourd'hui. Ils reposaient aussi sur une classe moyenne américaine qui dépensait aussi beaucoup pour les marques de luxe, et maintenant on voit que les habitudes sont en train de changer. Et donc, pour différentes raisons, et il y en a d'autres, on va pas rentrer dans le débat parce que ça serait trop long, on voit que si on regarde l'action LVMH, elle est passée de 872 € en mars 2024 à, je sais pas, 570 aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de paramètres sur les grandes tendances qu'il faut prendre en compte, et il faut pas que les épargnants, là on parle des épargnants, hein, c'est pas les businessmen, pas ceux qui vont placer leur argent sur des actions, c'est pas des businessmen. Il y a beaucoup plus d'argent à gagner dans le business aujourd'hui que dans l'épargne, en quelque sorte, ou dans la stratégie d'épargnant. Et il faut pas que les épargnants se disent ah ouais, je suis obligé d'acheter du Tesla ou de la... Je pense que Tesla va remonter par ailleurs, mais je veux dire, Amazon, Tesla, Forvia ici, Volkswagen, BMW, LVMH, quoi qu'il en soit, il n'y a rien d'autre. Mais non, s'il y a des points de croissance énormes sur BYD, allez sur BYD en Chine, et si vous voyez, comme je vous disais, des sociétés américaines moins connues, mais justement qui sont les Nvidia de demain, et qui vont raffiner des terres rares, et qui sont ces sociétés-là, allez-y, cherchez à comprendre, quand on achète une valeur, il faut comprendre pourquoi on l'achète. Il ne faut pas l'acheter parce qu'elle nous est proposée. Si elle nous est proposée, déjà, c'est que c'est mauvais signe. C'est que c'est déjà fini, entre guillemets. Mais il ne faut pas se sentir obligé d'acheter parce que c'est comme ça, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Le problème des... Et même, je suis effaré quand j'entends des dirigeants de fonds monétaires qui, pourtant, ont de l'expérience et qui devraient faire preuve d'un peu de témérité. Alors, je ne sais pas si finalement ils font pas ça parce qu'ils veulent vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ils sortent pas de l'année passée, combien il y en a qui achetaient encore L'Oréal, Pernod Ricard, LVMH. On dirait qu'il y a que ça. S'ils achètent pas L'Oréal ou Pernod Ricard ou Air Liquide, ils sont perdus. Le monde s'arrête de tourner. Il y a pas de... Et c'est pas là qu'il y a de la croissance. Donc il faut qu'il y ait de la témérité. Et si on achète une action, une valeur, il faut qu'on sache pourquoi on l'achète et il faut aller dénicher ces points de croissance, où ils sont. Et comment aller dénicher les points de croissance pour les... Macroéconomie, tout simplement. Sur l'épargne, il faut voir sur du long terme. Si vous faites de l'épargne, vous faites pas du business. Si vous faites, il faut pas faire sinon vous n'êtes pas trader. Va rivaliser un trader, ça va être compliqué. Il faut réellement, mais Monsieur Dupont de 60 ans, entre guillemets, il va pas devenir trader du dimanche parce qu'il regarde un petit peu les marchés et qu'il va se dire ah, j'ai acheté Tesla au bon moment, vendu Tesla au bon moment. Par exemple, Tesla, justement. Mettons qu'ils sortent leur modèle à 20 000 $ là, dans pas longtemps et qu'ils renouvellent un petit peu la gamme. Évidemment que l'action va remonter et qu'il n'y aura pas de problème sur Tesla. Là, ils sont dans le creux pour différentes raisons, mais c'est pas seulement des... Alors, il y a une chose que j'aperçois par contre aujourd'hui, moi j'étais pas là il y a 30 ans, mais de ce que j'ai un petit peu étudié, observé, c'est que les marchés, en tout genre aujourd'hui, sont beaucoup plus réactifs à la com. Ça, c'est peut-être les réseaux sociaux, parce que ça va plus vite, parce que l'information va plus vite, parce qu'on passe aussi les ordres d'une façon plus numérique qu'il y a 30 ans, donc on réagit, on entend une nouvelle, on passe un ordre, on achète, on vend, donc c'est vrai qu'il y a des fluctuations qui sont beaucoup plus, dès qu'il y a une nouvelle, là encore c'était sur quelle valeur, je le voyais ce matin, ça m'échappe, mais 7% qui se sont envolés par rapport à une mauvaise nouvelle, ou il y a un directeur qui est nommé, il plaît pas, chez Kering par exemple il y a une semaine, l'action perd aussi. Les marchés sont beaucoup plus sensibles à ce niveau-là. Et idem sur les crypto-monnaies. Trump dit une nouvelle, ça monte, ça baisse. Mais après, il y a quand même le principe des tendances, c'est que si vous êtes une société qui vend du luxe, vous proposez du vent, vous proposez de l'image en quelque sorte. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de se payer ce luxe-là. Hermès, 50% des clients sont des primo-accédants. Donc c'est quand même évocateur. Ils achètent une fois une écharpe, et Vuitton, pareil, ça doit être dans les mêmes eaux. Et donc, au final, il faut que la société de luxe ait quand même séduit beaucoup de personnes en masse qui ont payé très cher. Si vous vendez des voitures, il faut que vous en vendiez beaucoup et que vous soyez un petit peu à la pointe. Tesla, ils vont l'être pour un moment. BYD, ils vont l'être pour un moment. Donc ça veut dire que si vous avez cette valeur-là sur
10 ans, vous savez que vous risquez rien. Par contre, si vous avez une valeur qui est sur un secteur déclinant, vous risquez. Donc sur l'épargne, il faut le voir sur du long terme. Et c'est pour ça que je parlais du raffinage de terres rares, parce que ces sociétés qui raffinent aux États-Unis et qui vont être poussées par le Make America Great Again de Trump, qui va favoriser justement le fait qu'on raffine un maximum aux États-Unis et qu'on mette la main sur des terres rares, forcément, elles vont voir leur cours monter sur les années. Il y a un comportement qui surréagit des marchés par mimétisme, qui y a peut-être moins qu'avant, comme tu disais, mais peut-être aussi par les réseaux sociaux et la force des anticipations et de savoir que tout le monde va anticiper, on va devoir y aller nous aussi. Mais il y a aussi une accélération technologique inédite qu'il n'y avait pas avant, parce que quand on construisait des voitures, on ne disruptait pas grand-chose. Une fois qu'on avait fait la disruption par rapport au mode de transport du cheval d'avant, ça changeait pas autant que l'IA générative. Et dans un cadre d'accélération très fort à la fois des moyens de financement, des moyens de faire du business et des technologies elles-mêmes, comment on peut s'informer au mieux des tendances à la fois technologiques, des tendances macroéconomiques? Est-ce que c'est par exemple les reviews des grandes banques, les outlooks qui sont publiés? Est-ce qu'il y a des auteurs peut-être un peu hétérodoxes que tu suggérerais? Est-ce qu'il y a des angles peut-être qu'on ne voit pas ou trop peu traités par des magazines économiques, par exemple? Je lis pas beaucoup la presse économique, moi. Je lis un peu les Échos, un peu le Financial Times. Je regarde, on va dire, je survole, mais je lis ça comme avec beaucoup de méfiance et voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui on a tellement, si on se pose une question par rapport à un secteur d'activité, par exemple, on peut sur Internet trouver toutes les informations. On regarde les 2-3 grandes sociétés, on regarde les cours, on regarde ce qui s'est passé sur 5 ans, on regarde ce qui s'est passé sur cette dernière année, on regarde dans quelle monnaie c'était, on regarde pourquoi. Donc par exemple, si c'est côté Hong Kong, on regarde ce qui s'est passé sur le Hong Kong dollar il y a quelque temps, pourquoi, on regarde les banques qu'il y a dans la juridiction, et déjà à partir de là, on a une idée assez précise. Donc, on Après, fait une vraie analyse financière personnelle. et on peut faire une analyse financière en 15 minutes sur un sujet, déjà sur les grandes tendances. On va pas en profondeur en 15 minutes, mais on a cette capacité qui est beaucoup plus développée finalement qu'on ne l'avait auparavant, où on était dépendant des informations qu'on nous apportait. Et ce que je regrette aujourd'hui dans la presse économique, justement, c'est que la presse économique fait la chronique, mais c'est leur mauvais travail, entre guillemets. Et moi, j'essaie de faire le bon, justement, que ce soit sur Géostratégie Magazine ou quand j'interviens dans différents médias, j'essaie de faire le bon en expliquant le monde d'après, en posant les interrogations sur le monde d'après. Et la preuve est, justement, que lorsque l'année passée, je me posais des questions sur ce monde d'après qui est le monde actuel, bah, j'avais mis le doigt sur ce qui était, justement, intéressant de comprendre et de connaître. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, donc il faut se faire son idée en lisant les rapports, les communiqués, mais pas en les prenant pour argent comptant, justement, mais en disant « je comprends ce que représente le panorama » et je fais des déductions assez évidentes par rapport à ça, voilà. Mais il n'y a pas une presse économique qui m'intéresse particulièrement. Après, voilà, sur les auteurs, il y a des... J'ai régulièrement parlé, j'en parlais justement avant cette émission, d'un livre qui s'appelle La monnaie de Bruno Coleman, qui a été écrit en 2023, et je suis tombé par hasard dessus dans une librairie, je l'ai acheté, et généralement, j'achète des livres que je lis à 30%, avec beaucoup de déception, parce que c'est attendu, conventionnel. Et là, chaque page aurait mérité un livre, et j'ai lu ça et relu dans l'avion, en déplacement, j'ai emmené avec passion, parce qu'il y avait chaque page méritait un chapitre ou un livre, et donc il y a parfois des pépites comme ça qui peuvent éclairer, mais c'est vraiment au gré des rencontres et au gré voilà, du hasard, des lieux où on se trouve et de ce qu'on va Et qu'est-ce qui t'a trouver. marqué dans ce livre? Je crois qu'il analyse le fait qu'en fait la monnaie n'est jamais neutre et que c'est un instrument de politique économique comme... Ouais, absolument. Moi, j'ai toujours été passionné par la monnaie pour ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui est intemporel, la monnaie. On a l'impression qu'elle a toujours été la même, on a l'impression qu'elle durera toujours au moment où elle y est. C'est un peu ce principe qui est un peu le même que la vie, finalement. On a un principe d'abstraction dans la vie qui est absolument fascinant. On n'a pas l'impression de mourir, on n'a pas vraiment l'impression d'être arrivé au monde, et pourtant on sait que ça s'est passé, on sait que ça va arriver, mais au final, on a cette vie comme outil entre la main. Et la monnaie est un outil qu'on détient également entre ses mains et qui permet justement
Et c'est pour ça qu'il y a une forme de privilège aussi, au sens bourgeois du terme, quand on peut être présenté au bon banquier dès le départ, et pas plus tard, et pas d'ailleurs, moi j'ai perdu énormément de temps, parce que j'avais pas les relations que j'ai obtenues par la suite, que j'ai aujourd'hui, et qui me permettent d'avoir finalement tout simplement accès. C'était pas plus compliqué que ça, mais c'était Sésame qu'il fallait avoir. Mais je l'avais pas au départ, donc j'ai perdu du temps pour ça. Et quand on a accès à l'outil monétaire plus facilement parce qu'on va nous accorder un crédit, parce qu'on va faire un tour de table, on peut parfois réaliser des prouesses. Trump, qui était justement assez bourgeois dès le départ, a raté ses premières affaires dans l'immobilier avec un package de démarrage de, je crois qu'on disait 10 millions de dollars à peu près, alors sûrement réajusté, j'avais l'information il y a 5 ou 6 ans, mais donc, et il a raté avec ces 10 millions, et il est reparti, parce qu'il y avait encore de la réserve. Donc la monnaie, c'est cet outil quand même assez fascinant, qui m'a toujours passionné pour ça, parce que c'est l'outil qui permet évidemment d'accéder à la richesse, qui permet de la saisir, de l'attraper, de l'obtenir, et c'est un outil formidable de domination. Et donc c'est un peu dans la quête virile du jeune garçon que j'étais, maintenant je suis moins, j'arrive à la fin de la période de la pleine jeunesse. Maintenant je suis dans la période où je vois des gens à peine plus jeunes que moi, mais qui sont déjà en activité, qui ont déjà terminé leurs études, qui ont fait des choses, qui travaillent, donc c'est un peu, mais dans la période de vraie domination, où on a vraiment envie de dominer, où on a vraiment de la testostérone qui passe au max dans le sang, entre guillemets, entre ses 15 et ses 30 ans, évidemment que l'envie d'avoir de l'argent, elle se traduit encore plus par de la monnaie, parce que c'est liquide, et parce qu'on se dit que c'est avec ça, surtout si on démarre, qu'on va pouvoir attraper tout ce qui passe sur son passage, au niveau de la vraie richesse des actifs. Donc il y a cette dimension fascinante dans la monnaie. Et pour terminer, là où je dis qu'elle est enivrante, c'est que on croit justement qu'elle a toujours été là de la même façon, alors qu'au moment où elle arrive, au moment où on la détient, on s'aperçoit qu'elle vaut beaucoup moins, justement. Elle permet tout, mais qu'elle vaut beaucoup moins, et c'est pour ça qu'on est obligé justement de placer, de faire des choses, et de systématiquement la remplacer. Et il y a cette dimension liquide, où les mots étaient bien choisis, où la monnaie liquide, après, même sur les comptes à vue, nous glisse forcément entre les doigts, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, mais elle change de structure tous les 10, 20, 30, 40 ans, de façon... Alors aujourd'hui, on est dans une monnaie dette, on le dit régulièrement, et dans quelle monnaie on sera dans quelques temps, je sais pas, il y aura peut-être plusieurs outils monétaires, il y aura peut-être... ça, on peut pas le savoir, mais... Est-ce qu'on va vers un euro numérique? C'est les plans, en tout cas c'est l'idée. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé évidemment, parce qu'on voit qu'il y a une grande motivation de la Banque centrale de créer un euro numérique. Ça va être une première. Ce sera pas un euro business, ça va pas être de la monnaie de gros, ça sera pas intéressant au niveau business, quoi qu'il en soit, l'euro numérique. Est-ce que tu vois une appétence des marchés ou des investisseurs vers un euro numérique? Non, l'euro numérique, déjà, non, il y aura pas d'appétence pour l'euro numérique. L'euro numérique, ça va être une monnaie sociale, hein, surtout. Ça va être une monnaie qui va permettre d'émettre des aides sociales sans abîmer l'euro traditionnel, en quelque sorte. C'est dans cet état d'esprit que ça va être fait, hein, pour être tout à fait concret. Et donc, ça sera pas intéressant. C'est plus problématique qu'autre chose, l'euro numérique, parce que ça va être un nouveau bras armé des États surendettés socialistes, pour aider justement les gouvernements à se surendetter d'une façon encore plus déraisonnable, à émettre des aides sociales en euro numérique. Donc voilà ce qui va se passer avec l'euro Et numérique. comment t'en es venu à t'intéresser aux questions monétaires? Si je me souviens bien, tu as d'abord fait de l'immobilier, tu as étudié la philosophie. Ouais. Et comment tu es arrivé? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont étudié la philosophie. D'ailleurs, j'ai écrit 2 livres de philo qui n'avaient rien à voir avec les questions monétaires. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans l'histoire, alors Marx évidemment, mais Hegel également, ou sous un angle sociologique également, Bourdieu, et bien d'autres qui étaient entre les deux, justement. Pas beaucoup libéraux pour l'instant. Hayek, et voilà, Mises. et qui se sont intéressés aux questions monétaires pour les raisons que j'évoquais précédemment, parce qu'elles sont en lien justement avec l'activité humaine, elles sont très proches, elles font partie de ces... c'est pour ça que la monnaie, l'argent, pour prendre un terme plus clair, est finalement le seul outil, ou comment dire, outil, c'est pas le seul, comment dire, philosophiquement, la seule chose justement qui ne fait pas partie de l'être, et qui peut découler sur des désirs pulsionnels, parce qu'ils sont en lien avec tous les désirs pulsionnels. Désirs sexuels évidemment, parce que
On a quand même plus de succès auprès des femmes si on a de l'argent que si on n'en a pas, généralement. Si on veut manger des bons plats, il faut les payer. Si on veut voyager et donc avoir cette exaltation également du plaisir comme ça de la découverte, il faut de l'argent aussi. Si on veut, comme je le disais, dominer les autres, donc là aussi, une résultante du désir sexuel, qui est intéressant à analyser d'ailleurs entre hommes et femmes, hein, parce qu'on vit une époque particulière à ce niveau-là où je vois que les femmes s'accomplissent beaucoup par rapport à la réussite professionnelle aussi, elles ont des désirs d'argent, et que finalement c'est peut-être pas quelque chose qui leur allait au départ. Je crois pas que c'était fait pour la femme et fait pour la beauté de la femme. Je crois que la femme était, mais c'est pas misogyne du tout, au contraire, était faite pour être belle, rêveuse et un peu fragile, et finalement pas dominante et pas ambitieuse, c'est pas ce qui rendait la femme belle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des femmes qui savent plus vraiment où elles en sont. Elles ont c'est plus un besoin finalement pour combler le manque. C'est un peu comme les fumeurs. C'est Michel Houellebecq qui disait la cigarette a cette particularité d'être une drogue qui n'apporte pour seul plaisir que de combler le manque. On n'est pas ivre de fumer, mais on comble le manque. Fumeur de cigares, c'est encore différent parce que c'est gustatif un peu plus. Mais les premières cigarettes, les fumeurs disent pas qu'est-ce que c'est bon une Marlboro généralement, et même après. Et donc les femmes, aujourd'hui, comblent un peu un manque, le manque d'être pris en défaut. Tu n'as pas réussi comme tu dois réussir dans la vie en société, tu réussirais de l'argent, tu as un patrimoine, comme un homme réussirait, puisqu'hommes et femmes, c'est la même chose. Entre guillemets, pour la société d'aujourd'hui, c'est pas mon avis, mais pour la société d'aujourd'hui. Et c'est pas ce qui rend les femmes spécialement belles, alors que, effectivement, en tant qu'homme, on s'accomplit par rapport à la réussite professionnelle et financière. Et plus on réussit, plus on va être épanoui, plus on va faire plaisir aussi à une femme, plus on va être à l'aise, plus on va avoir la capacité virile, entre guillemets, justement, de dire j'en ai rien à foutre. C'est un peu ça la virilité. Donc tu es en train de m'expliquer que c'était ton désir c'était mon d'accomplissement leitmotiv, personnel. ouais, c'était un peu. qui Non, t'a mais c'est amené un vers peu les ça, questions voilà, monétaires. pour répondre. Et comment tu sincèrement. t'es formé sur les questions monétaires là? Alors, je me suis formé parce que j'ai justement beaucoup lu et beaucoup cherché j'ai beaucoup lu de rapports, les vieux rapports de la Banque des règlements internationaux qui permettent de comprendre. On retrouve les rapports à partir des années 30, hein, les rapports annuels de la BRI, de comprendre justement dans une époque où il y avait encore des étalons monétaires comme l'or, ensuite comment on traitait la monnaie. J'ai cherché à comprendre, je me suis beaucoup documenté au fil des années. Et puis après, d'une façon, c'est allé tellement vite, beaucoup plus direct aussi par rapport à la vie des affaires et beaucoup plus concrète, ce qui est sous-estimé par trop d'analystes justement qui sont en quelque sorte des analystes un peu de salon, mais qui parlent pas avec des personnes qui... C'est un peu comme dans la diététique, ça, aujourd'hui. Moi, j'ai jamais étudié la diététique, par exemple, mais j'ai toujours été passionné par le sujet, j'ai toujours fait en sorte d'être en pleine forme, de manger ce qu'il fallait, et j'ai compris très vite comment, et j'ai fait les choses à ma façon, et je voyais beaucoup de personnes qui avaient étudié tout ça, mais qui avaient rien compris, et m'expliquaient leur méthode, et je voyais bien qu'ils n'avaient rien compris, parce qu'ils se fiaient simplement à du savoir institutionnel, conventionnel, attendu, préfabriqué, et si on est une grand-mère de 80 ans ou un homme de 25, on mange pas la même chose et ce sera pas le même petit déjeuner idéal. Et si on est un entrepreneur qui fait passer un bateau du Brésil à la Libye avec une monnaie en Libye dont personne ne veut et qui coûte une fortune sur le marché noir, c'est des situations improbables qu'on ne trouve pas dans les cours. Et on va faire n'importe quoi, on va à London School Economics, on va pas vous dire, dans cette situation, les gens vont prendre du liquide en dollars et ils vont le donner à la personne d'à côté, et pourtant c'est ce qui se passe. Le commerce en Inde reposait, je sais pas, mais à 90% sur du liquide il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu différent, il y a eu cette démonétisation de l'Inde, et pourtant, c'est des choses qui étaient très mal comprises par les milieux institutionnels, parce que les milieux institutionnels prennent uniquement ce qui est remonté, en quelque sorte, comme information, l'officiel en compte. Donc j'ai beaucoup appris par la vie des affaires après, mais c'est ce qui me plaisait aussi, c'est ce que je cherchais. Peut-être que je me suis égaré, parce que je crois que on a toujours un but dans la vie, on a tous, et toujours un but, et dès le départ, et moi, mon but, il n'était pas de faire de la politique, il n'était pas d'être journaliste, il était réellement d'avoir une vie de businessman. Et je l'ai obtenu plus tard. Mais je pense que je me suis égaré par une quête intellectuelle
que j'ai davantage nourri ensuite dans ma vie de businessman que je ne l'ai fait précédemment. J'ai un peu enseigné, on m'avait proposé dans une école privée d'immobilier de donner des cours d'immobilier, j'avais accepté ça, mais j'avais jamais voulu enseigner. C'est pour ça que j'avais étudié la philosophie à distance et que je voulais absolument pas devenir prof de philo ou ces choses-là. Mais je l'ai un peu fait, et je l'ai fait dans le bon état d'esprit, parce qu'il y avait un côté généreux, mais c'était pas mon truc, et je le savais bien, voilà. Et, et je veux dire par là que là, je m'étais un peu prêté quand même au jeu de cet intellectualisme de salon, qui était pas fait pour moi, et que j'ai beaucoup plus appris en rencontrant des gens. Quand j'avais 20 ans, je pensais que j'avais des icônes que je voulais rencontrer, et c'était généralement des gens qui avaient eu des activités artistiques ou intellectuelles ou politiques, et je pensais qu'ils allaient m'apporter. Et après, quand j'ai eu un peu les cartes, j'ai réussi à les rencontrer. J'ai fait des émissions avec eux, je les ai invités pour faire des choses. Je vais pas dire leur nom, mais ils étaient pas intéressants. Ils avaient rien à apporter. J'aurais lu le livre qu'ils avaient lu la veille, justement, ou qu'ils avaient écrit parfois. Ça aurait été exactement la même chose. Et par contre, j'ai rencontré des gens qui étaient rien d'intellectuel, mais dans la vie des affaires, qui par rapport à ce qu'ils avaient compris du monde très concret, m'ont terriblement excité à ce niveau-là et m'ont exalté au niveau intellectuel, parce que j'ai compris, j'ai appris très rapidement comme ça sur du concret. Donc ma quête intellectuelle, elle a été plus développée dans la vie des affaires, ce qui est paradoxal, que dans le côté plus institutionnel. Après, ça peut être différent pour d'autres. Et ce qui est amusant, c'est que la philosophie, en fait, est une des sciences, on peut l'appeler une science, qui est la plus proche de l'économie. D'ailleurs, Ouais. les étudiants peuvent s'en rappeler, puisque les dissertations d'économie sont pas comme celles en droit en 2 parties, mais sont comme celles de philosophie en 3 parties, avec en gros thèse, Thèse, antithèse, synthèse, antithèse, antithèse. synthèse. Et il y a eu beaucoup, effectivement, d'économistes qui ont lié les deux matières. Et il y a à la fois cette dimension de trouver, c'était Hannah Arendt qui disait ce qu'il faut, c'est pas trouver que le concept soit juste, mais qu'il soit cohérent. Et en fait, en économie, c'est ça, puisqu'on ne peut jamais modéliser parfaitement le monde, puisqu'on met toujours des hypothèses qui, dans la vraie vie, comme tu l'expliquais, selon qu'on soit dans un pays, dans un domaine d'activité, dans une situation donnée, les propriétés qu'on avait dans le modèle économique, soit elles sont absentes, soit elles sont différentes, etc. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant sur le parcours, c'est comment les matières se nourrissent entre elles. Est-ce que voilà, tu penses que on est dans une quête perpétuelle, culturelle, qu'on se nourrit de l'économie, qu'on se nourrit de la littérature, qu'on se nourrit de la philosophie, et que ça se rejoint à des points parfois un peu inattendus, et puis finalement il y a un peu des correspondances culturelles. C'est intéressant ce que tu soulignes là, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a beaucoup moins finalement de plans de vie qu'on en avait précédemment, et on a beaucoup moins besoin de repères. Alors moi je me suis évolué différemment parce que j'étais un peu vieux jeu justement, mais la jeunesse d'aujourd'hui finalement n'a pas les mêmes quêtes structurelles par rapport à sa vie privée, le schéma familial justement, la stabilité professionnelle, et puis également l'idéologie. On est beaucoup moins enfermé dans une idéologie aussi, même droite-gauche en quelque sorte. On est un petit peu tout à la fois aujourd'hui, sans faire d'amalgame par rapport à la transsexualité qui est en vogue aujourd'hui, mais c'est peut-être un petit peu dans On est parti le fluide. même état d'esprit. Pardon? On est parti fluide. Voilà, on est parti fluide, on est moins enfermé en quelque sorte dans un champ qui fait qu'on allait vers une quête, et c'est vrai que les générations passées, cette structure, ce goût pour la structure faisait qu'il y avait un goût pour le beau aussi, une appétence pour la fabrication du beau. Il n'y a qu'à regarder des vieilles photos pour s'en apercevoir. L'architecture, de Voilà. ouais. Et la justesse également, et donc la cohérence aussi dans les structures économiques, où les schémas étaient beaucoup plus courts et beaucoup plus compréhensibles, on comprenait, il n'y avait pas autant de sociétés de conseil au cours des années 50 qu'il y en a aujourd'hui. S'il y a trop de sociétés de conseil dans une économie, ça veut dire malgré tout que cette économie repose finalement plus sur de l'inutile que sur de l'utile. Donc voilà, il y a beaucoup de fausses valeurs, de faux métiers, de fausses vertus qui ont été créées, et c'est ce qui découle aussi sur l'extinction un petit peu là
assez général de la population dont il faut s'extraire, on y arrive très bien, hein, mais qui fait que les gens sont obèses, les gens sont de plus en plus pauvres, de plus en plus assistés, les masses, qu'ils ont de moins en moins d'ambition, les hommes sont de moins en moins virils et les femmes de moins en moins féminines, mais dans des attributs qui étaient valeureux, qui avaient de la vertu. Je veux dire, une femme, c'est quand même fait à la base pour être belle, pour être aussi pour attirer, pour avoir la capacité d'attirer, et un homme quand même d'être un peu fort. Le principe de dire aujourd'hui, non, la femme peut être plus forte que l'homme, et l'homme n'a pas besoin, non, c'est faux. Alors, moi j'ai toujours pensé qu'un homme pouvait séduire une femme aussi parce qu'il était fort, et pas, il n'avait pas besoin d'être beau, et qu'une femme par contre avait besoin d'être belle pour être une vraie femme. Mais je veux dire, c'était des choses qu'on avait acquises il n'y a pas si longtemps encore et desquelles on s'éloigne, mais ça correspond à une déstructuration, justement, une fuite en avant des modèles, en quelque sorte, de pensée. Et dernière question, tu mentionnais le fait que tu as appris le business sur le tard, par l'expérience. Ouais. Par les rencontres. Hein, par les beaucoup. rencontres. Ouais. Et que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est qu'au fond, en France, on n'a pas la culture. Et que dans l'éducation, on apprend à répéter des choses, à retranscrire ce qu'on nous a demandé d'apprendre, ce qu'on nous a demandé d'ingurgiter, mais qu'il n'y a pas tout l'esprit de libre initiative. Moi, j'avais un côté très... un peu indomptable, un peu insoumis, comme Alain Delon dans l'insoumis. Mais je voulais pas qu'on m'impose des désirs, en quelque sorte. J'avais écrit un livre qui s'appelait Instinct mimétique et solitude asservie. Faut pas chercher à l'acheter parce que la maison d'édition a fait faillite et on peut plus le retrouver. Mais j'avais été passionné par René Girard, qui traitait du désir mimétique. Et ce fait, finalement, que ce qu'on désire n'est pas réellement ce qu'on désire, mais on le désire parce que l'autre l'a, et parce qu'on admire l'autre, et un peu parce qu'on voudrait être l'autre aussi, et qu'il faut vouloir être l'autre pour vouloir ce qu'il a et ce qu'on n'a pas, et donc pour combler un manque. Et qu'à partir du moment où on veut combler un manque, ça veut dire qu'on admet finalement qu'il nous manque quelque chose, et qu'on est donc incomplet, mais qu'on a la conscience qu'il y a quelqu'un qu'on admire et qui est complet. On n'avoue jamais admirer. Ben moi, j'aime pas avouer admirer, j'ai pas admiré beaucoup dans ma vie justement, mais j'ai eu quelques modèles, il y en a eu très peu, certains que j'ai rencontrés d'ailleurs ensuite, certains que je connaissais et que j'admirais parce que je les connaissais, mais il y en a eu très peu, ils se comptent sur les doigts d'une main. Je crois que tu as rencontré Alain Delon d'ailleurs. Notamment Alain Delon, il est peut-être le seul véritable modèle que j'ai eu et le seul personnage que j'ai admiré pour différentes dimensions et également par rapport à ce que j'ai découvert plus tard en le connaissant et par rapport à ses fragilités qui ressemblaient aussi un petit peu aux miennes parce que, alors, peu de gens le savent, mais j'ai été très mal aimé par ma mère, j'ai eu une enfance un petit peu tourmentée comme ça, et lui aussi, et il y a eu ce côté un petit peu écorché vif en quelque sorte un peu plus tard, un petit peu les mêmes fêlures et la même quête dans la vie. Et ce principe justement de désir qu'on ne doit pas nous imposer est la base de la liberté virile aussi, au sens justement de personnages comme Delon ou de ce que je disais précédemment. Et quand on est un jeune homme aujourd'hui, on doit surtout pas se laisser imposer des désirs et se laisser imposer des passions. Et la société n'a jamais tant essayé justement d'imposer des désirs mortifères, négatifs, noirs finalement, qui n'attirent pas des désirs fanés, des désirs pourris au sens de la putréfaction. Et ce qui m'a amené à avancer dans la vie assez rapidement, ça a été justement de me laisser guider simplement par l'excitation et par le fait d'avoir envie de quelque chose ou de ce que faisait quelqu'un. Et bien souvent, j'ai réussi à l'obtenir. Alors, il y a un facteur de chance aussi. Il y a un petit peu la chance d'avoir parfois plus d'énergie, plus de vigueur que les autres, il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais moi, ma chance, c'était pas l'héritage, justement, parce que je suis parti de rien financièrement, mais j'avais d'autres atouts. Et ce qui est important, c'est de ne pas se laisser enfermer, justement, de trop par de faux désirs. Il faut désirer ce qu'on veut réellement et ensuite il faut se donner tous les moyens de l'obtenir. Pour terminer sur une citation keynésienne, c'était justement Keynes qui disait que c'était plus facile malheureusement d'avoir du succès avec les conventions et c'était plus simple de suivre les conventions que d'aller contre elles même si on avait raison. C'est juste. Et d'échouer. Et c'est vrai que sur l'économie ou les modèles, il y a beaucoup de conventions ou que ce soit sur les réflexes politiques, on aime bien dire oui mais ça c'est parce que, et puis on répète ce qu'on a entendu sans savoir profondément, sans prendre le temps d'aller réfléchir. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi et c'était un plaisir et bonne chance à le nom du podcast. Open Mic. Open Mic. Bonne chance à Open Mic. Libre parole. Merci.